Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le président Pompidou est arrivé à Addis Abeba, la deuxième étape de son voyage en Afrique. Le président de la République avait quitté Djibouti au début de l'après-midi. Chez Renault, accord syndicat-direction aujourd'hui, cet accord intéresse 95 000 travailleurs. Il porte en particulier sur la pré-retraite. Le conseil d'administration de la caisse d'allocation familiale de la région parisienne a été dissous aujourd'hui par M. Edgar Faure. La désorganisation complète de la caisse de la rue Viala est la raison principale de cette mesure. Les transports dans la région parisienne, M. Robert Gallet présente un plan global pour 5 ans. Et enfin le Vietnam, la Maison-Blanche dément les rumeurs d'un cessez-le-feu avant la fin de la semaine. Voilà donc les titres de notre journal de ce soir, mais commençons tout de suite par cet important accord chez Renault. Cet accord a été ratifié aujourd'hui en fin d'après-midi et il a été ratifié en présence des représentants des syndicats bien entendu et en présence du directeur de la régie, M. Pierre Dreyfus. On a l'habitude de considérer Renault comme un des secteurs pilotes de l'industrie française. En raison de sa prospérité, sa production annuelle est passée en 10 ans de 560 000 à 1 300 000 véhicules, ses exportations de 260 000 à 710 000 véhicules. En raison aussi de sa politique sociale, souvent en pointe. L'accord qui a été signé cet après-midi prend le relais pour 2 ans des accords d'entreprise signés les années passées et s'applique aux 95 000 salariés de la régie. Principaux points de l'accord, augmentation générale des salaires de 6% pour 1973 avec clause de garantie d'augmentation du pouvoir d'achat de 2%. Les travailleurs qui le désirent pourront prendre leur retraite à 63 ans. Une rente leur sera alors versée par la régie pour compenser le manque à gagner résultant du départ anticipé. Dès 62 ans, ils pourront bénéficier d'un congé d'attente pendant lequel ils toucheront 75% de leur salaire. La durée du travail sera réduite à partir du 1er octobre prochain de 40 minutes pour ceux qui font 43h20 de présence et d'une demi-heure pour les autres. La régie garantit aux ouvriers mutés en raison de modifications techniques ou de déplacements d'emploi, de suppression de postes ou de maladies et d'accidents, un poste de qualification et de niveau de salaire équivalent. Cet accord est valable pour 2 ans. Les 6 syndicats représentés à la régie l'ont signé. Nous avons tout le long des discussions informé nos adhérents, les personnels. Et une fois qu'elles ont été terminées, nous en avons tiré une appréciation positive. Sur cette appréciation, nous avons consulté le personnel qui a répondu très largement. Il nous a mandaté pour signer, donc c'est conforme à la démocratie syndicale et ouvrière. Est-ce que vous pensez que c'est positif ce qu'on vous offre? Nous considérons qu'effectivement, nous venons d'avoir un acquis important. Nous avons décidé de signer car nous avons considéré qu'il y a des points positifs. Par contre, notre organisation syndicale a jugé qu'il y avait des points négatifs. C'est-à-dire, en ce qui concerne une de nos principales revendications que nous avons déposées, c'est-à-dire la création d'un système de prévoyance concernant les travailleurs en dessous du coefficient 200. Malgré ces réserves, vous avez tout de même décidé de signer. Malgré ces réserves, nos camarades syndiqués ont décidé, car ce n'est pas dans nos habitudes de force ouvrière, de faire de la démagogie et de vouloir la politique du tout ou rien. Après la consultation que nous avons faite des adhérents dans l'ensemble des usines et succursales, hier soir nous avons donc pris la décision de signer cet accord d'entreprise. Le point le plus important, c'est la pré-retraite à partir de 62 ans. Nous avons décidé de signer parce que cet accord a un contenu qui nous paraît correct. Il reste encore beaucoup de problèmes à traiter qui doivent être vus dans le cadre des négociations sur les classifications au mois de février. Je pense que la CFTC a surtout signé parce qu'il y a des avantages qui vont être même répercutés peut-être sur l'ensemble national. Et c'est dans ce but-là et c'est dans cette action que nous avons signé cet accord. Vous l'avez entendu, certains représentants des syndicats l'ont souligné, une des dispositions les plus intéressantes de l'accord signé cet après-midi concerne les retraites. Désormais, les travailleurs de la régie Renault pourront prendre leur retraite dès 62 ans pour les hommes et dès 61 ans pour les femmes. En effet, on en a parlé beaucoup aujourd'hui à l'usine de Billancourt. La pré-retraite, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de partir à la retraite avant 65 ans avec un niveau de ressources approchant au maximum le montant de la pension qui aurait été versé à 65 ans. Près de 18 000 travailleurs se sont prononcés pour la signature des accords et
va dire grosso modo 500 seulement contre la surretraite. Cette pré-retraite m'apportera une diminution de mon temps de fatigue, un repos qu'on aspire depuis si longtemps. Et du même coup, ça me permettra les loisirs, c'est-à-dire lire, m'instruire pour développer et apprendre. À 62 ans, chez Renault, un métallurgiste peut désormais cesser totalement son activité et percevoir pendant une année entière 75% de son salaire. Cela, c'est la première opération. Deuxième opération, à 63 ans, le même métallurgiste peut prendre sa retraite avec une pension absolument équivalente à celle qu'il aurait touchée à 65 ans. Et cette pré-retraite, elle intéresse aussi les jeunes. Ça nous intéresse autant que les vieux travailleurs, c'est-à-dire que plus on aura la retraite avancée maintenant, plus tôt on l'aura pour nous, quoi. Renault n'est pas un cas unique. D'autres systèmes de pré-retraite avec départ volontaire du salarié, d'autres systèmes existent également dans une centaine d'entreprises de la construction automobile, de l'alimentation, du pétrole, de la métallurgie, de la chimie. C'est également le cas dans deux branches professionnelles, l'industrie du sucre et celle du papier-carton. Mais sur le plan des avantages, la pré-retraite Renault vient aujourd'hui même de se placer en tête. Si vous habitez la région parisienne et que vous avez charge de famille, il y a fort à parier que vous avez eu, à un moment ou à un autre, à vous plaindre de la caisse d'allocation familiale de la rue Viala. Je connais personnellement quelqu'un qui ne touche plus ses allocations familiales depuis près d'un an et dont les nombreuses lettres sont restées sans réponse. Eh bien, M. Edgar Faure, le ministre des Affaires sociales, a décidé que cela ne pouvait plus durer. Il vient de décider la dissolution du conseil d'administration de la caisse centrale d'allocation familiale de la région parisienne et il nous explique maintenant pourquoi. Je crois que ces raisons sont assez connues. Depuis plusieurs mois, tout le monde constate le très mauvais fonctionnement de la caisse d'allocation familiale de la rue Viala. Je n'incrimine nullement le personnel dont le dévouement, au contraire, doit être constaté. Et je sais, d'autre part, qu'il est très difficile de gérer une caisse pareille, étant donné qu'elle a à traiter 750 000 dossiers de famille. Mais cela est également le résultat de certaines erreurs, parce qu'on aurait dû déconcentrer plus tôt, comme on l'avait prévu depuis 1966. Depuis plusieurs mois, nous avons accordé à la Caisse tous les moyens qu'elle demandait, notamment des moyens en locaux. Nous avons également chargé des experts de faire des recommandations. Ces recommandations n'ont été que très partiellement suivies. Nous avons demandé que l'on utilise une procédure de relais par téléscripteur, que l'on crée des antennes, que l'on simplifie considérablement les formalités. Je constate que ces décisions n'ont été prises que d'une façon très insuffisante. Par conséquent, je suis en présence d'une situation qui ne peut pas continuer. J'ai estimé que, conformément au Code de la Sécurité sociale qui m'en donne le droit, je devais prononcer la dissolution du conseil d'administration et désigner un administrateur provisoire. Alors, que va devenir maintenant la caisse d'allocation familiale? Elle sera dirigée pendant 3 mois par l'administrateur provisoire, l'inspecteur général Rocchigny, et par l'équipe dont il va s'entourer, et dans 3 mois, elle sera reprise en main par le nouveau conseil d'administration. Est-ce que vous pensez que d'ici peu, les allocataires vont déjà pouvoir bénéficier de ces mesures? C'est dans l'intention d'améliorer leur situation que j'ai pris cette mesure. Ce n'est pas pour l'empirer, car dès que les mesures que nous avons préconisées, que nos experts ont recommandées, seront mieux et plus complètement et plus rapidement appliquées, il y aura certainement une amélioration. Dans quelle proportion, je ne peux pas vous le dire, mais je m'en tiendrai informé jour après jour. Il faut signaler que pendant la période transitoire de 3 mois, les paiements des allocations familiales resteront bien entendu assurés normalement. L'IS populaire et Faste impériale ont accueilli ce soir M. Pompidou lors de son arrivée à Addis Abeba. En compagnie de l'empereur Haïlé Sélassié, le président français a parcouru les rues de la capitale éthiopienne, précédé de 40 lanciers aux casques à crinière blanche et à dolmans verts. Avant de quitter Djibouti aujourd'hui, le président de la République avait eu un dernier entretien avec le leader de l'opposition, M. Hassan Gouled. Il avait ensuite tenu une conférence de presse. Ce séjour m'a beaucoup apporté, c'est M. Pompidou qui parle, m'a beaucoup apporté de satisfaction et, quitte à décevoir les amateurs de drame, il n'y a pas eu d'incident. Mais je vous propose de rejoindre tout de suite un de nos envoyés spéciaux, Michel Péricard, qui tire les conclusions de ce séjour présidentiel de 48 heures à Djibouti. Ici Djibouti.
Eh bien, les choses sont parfaitement claires à la fin de ce premier voyage de M. Georges Pompidou dans un territoire français d'outre-mer. Le président de la République a réaffirmé clairement que la France resterait à Djibouti puisque ses habitants, par le référendum de 1967, en avaient manifesté le désir. Et l'accueil de la population, ces 3 jours, a confirmé en effet qu'elle souhaitait le maintien du statu quo. La raison, l'intérêt et pourquoi pas le cœur commandent ce choix. La raison, Djibouti est convoité par ses 2 puissants voisins, la Somalie et l'Éthiopie. Et sans la présence de la France, une guerre inévitable se déclencherait dans cette région de l'Afrique. L'intérêt, la France, par les sommes qu'elle consacre au développement du territoire, en a fait un lieu de résidence tellement envié des populations voisines qu'il faut protéger Djibouti contre les immigrations excessives. Et les perspectives de développement du territoire sont réelles, quand sera en particulier construite la 2e route reliant Djibouti à l'Éthiopie et quand sera développé le tourisme. On se demande en effet pourquoi les organisateurs de vacances si friands d'exotisme ensoleillé n'ont pas encore découvert Djibouti. La journée de mardi avait commencé par une cérémonie au monument aux morts et un défilé militaire suivi d'une réception des corps constitués. Ce fut l'occasion pour M. Georges Pompidou de rappeler les raisons de la présence de la France. Certains attendent peut-être de moi que je réaffirme à cette occasion l'appartenance du territoire à la République. Cela me paraît en vérité inutile. Cette appartenance résulte de la volonté de la population, volonté librement exprimée avec la plus grande netteté dans les référendums qui ont concerné directement son destin, en 1958 et de façon plus significative en 1967. Vous êtes français parce que vous voulez l'être et le rester. Et personne ne pourra aller contre cette vérité d'évidence. Le rôle du gouvernement de la République est de faire respecter votre décision contre toutes les tentations de sécession, quelles qu'elles soient, et vous pouvez être assuré qu'il le remplira jusqu'au bout. Après ce discours, ce furent sans doute les heures les plus chaudes de ce séjour. Une visite de la ville permit à la population de manifester un enthousiasme, parfois un délire, qu'on n'avait jamais vu à Djibouti. D'après les spécialistes, 80 à 90% de la population était rassemblée le long du cortège. Il est vrai que le leader de l'opposition, ayant appris que M. Pompidou le recevrait, avait levé les consignes d'abstention, voulant montrer par là qu'il ne remettait pas en cause la présence de la France, mais que son opposition se manifestait sur des problèmes locaux. Si l'expression « bain de foule » a un sens, M. Pompidou à Djibouti aura compris ce que cela signifie. Aujourd'hui, mercredi, avant de partir pour Addis Abeba, M. Pompidou a reçu en audience les principales personnalités du territoire. En conclusion de ce voyage, on peut dire que des émeutes de 1965 à l'enthousiasme de 1973, en passant par le référendum territorial de 1967, le redressement est spectaculaire dans le territoire français des Afars et des Issa. Il aura fallu ce voyage de M. Pompidou pour que tous les spécialistes français et étrangers, et ils sont nombreux dans ce voyage, en prennent pleinement conscience. Ici Djibouti, à vous Paris. Depuis la fin de l'après-midi, donc, le président Pompidou est en Éthiopie. Il assiste en ce moment même à un dîner offert en son honneur par l'empereur Haïlé Sélassié. Et dans le discours prononcé à cette occasion, le président a parlé de nouveau de Djibouti. La présence française à Djibouti garantit le libre passage dans le détroit de Bab el-Mandeb qui commande l'entrée de la mer Rouge. Et puis il ne faut pas oublier, a-t-il le président, que Djibouti est le débouché naturel de l'Éthiopie. Le président Pompidou a affirmé aussi que la France était décidée à accroître ses efforts pour accélérer le développement économique de l'Éthiopie et aussi pour faciliter l'enseignement et l'usage du français. M. Georges Pompidou restera 3 jours dans un pays assez mal connu de nos compatriotes qui ne retiennent en général que la personnalité très marquante de l'empereur Haïlé Sélassié. Cet homme petit, d'apparence frêle, descend de la reine de Saba. À 80 ans passés, Haïlé Sélassié Ier, Négus Négesti, incarne un pays qu'il tente depuis 1928 d'arracher au Moyen-Âge. L'Éthiopie est grande comme 2 fois la France. Sa géographie a déterminé son histoire.
un haut plateau, un Tibet africain, qui constitue une forteresse naturelle, ce qui a permis à ce peuple chrétien de résister aux assauts de l'islam qui l'entoure de toutes parts. C'est aussi son isolement et sa tradition religieuse qui en font aujourd'hui un pays où la modernisation est en contradiction avec la féodalité. Dans les années 30, pour faire progresser son pays, Haïlé Sélassié avait voulu une élite instruite. La génération d'après-guerre est différente. Grâce à la diffusion de l'instruction, la nouvelle élite est issue d'un milieu social plus large. Elle s'est ouverte aux idées nouvelles dans les universités étrangères. N'ayant pas assisté aux élans progressistes du début du règne, les jeunes loups ne voient que l'aspect actuel d'un pouvoir qui s'exerce comme venant de Dieu, alors qu'ils le voudraient issu du peuple. À leurs yeux, la monarchie constitutionnelle, avec une chambre des députés élue, n'est pas suffisante. Pourtant, ce pouvoir, sous peine de désagrégation de l'Empire, est lié aux séquelles du féodalisme. Malgré les efforts de l'empereur, le développement agricole et la promotion des paysans se heurtent à des difficultés presque insurmontables. Car de tout temps, l'Église et la noblesse ont reçu des terres en récompense de leurs services. Aujourd'hui encore, la levée de l'impôt sur ce capital est difficile et le budget de l'État est essentiellement alimenté par l'import-export. Et cette insuffisance du revenu national freine les investissements indispensables au développement du pays. Aujourd'hui, l'empereur s'appuie sur l'Église. Elle commence à prendre conscience de ses responsabilités. Haïlé Sélassié voudrait lui voir assumer un rôle social en rapport avec son immense richesse foncière. Cette œuvre de modernisation, une création d'école sur le modèle occidental, fondation de l'université d'Addis Abeba, accord de coopération avec de nombreux pays, dont la France, cette œuvre, à laquelle il a consacré sa vie, pour durer, est conditionnée par l'indépendance du pays, indépendance politique commandée par l'économie. Et c'est en ce sens que Djibouti est le point de mire d'Addis Abeba. Car tant que la France sera présente dans le territoire français des Afar et des Issa, l'Éthiopie pourra disposer librement de ce port indispensable pour son ravitaillement et ses exportations qu'est Djibouti. Si la France s'en allait, la question serait posée puisque la Somalie voisine revendique ce territoire qu'elle continue à appeler la côte des Somalies. L'itinéraire même de la visite présidentielle doit en ce sens rassurer le roi des rois sur l'avenir de son pays. Nous sommes de retour en France. Depuis plusieurs années, les services du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport mènent une action énergique pour la rééducation des drogués. Mais tout le monde s'accorde à reconnaître que cela n'est pas suffisant. C'est à la source qu'il faut traiter le mal, c'est-à-dire au niveau du trafic de drogue, et une première mesure à prendre ne serait-elle pas l'aggravation considérable des peines qu'encourent les trafiquants de drogue ? Nous avons fait le bilan après 3 ans de travaux et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut prévenir les jeunes et les informer de façon très objective sur les risques qu'ils courent en commençant à fumer une simple cigarette de hashish. Ensuite, j'ai voulu faire la démonstration que les drogués étaient récupérables, à condition, une fois désintoxiqués médicalement, de leur faire reprendre une forme physique normale et de s'occuper d'eux avec autorité et amour. Nous avons eu jusqu'à 60% de succès, ce qui est considérable. Mais tout cela m'a amené, cette fois-ci, à titre personnel, à être conforté dans ce que j'avais dit en 1969, qu'il n'y a pas de châtiment trop fort pour ces marchands de mort, et je suis toujours partisan de la peine de mort. Nul ne regrette que les promoteurs de ces camps de concentration nazis, que les gens qui ont perpétré un génocide soient condamnés à mort, et bien de la même façon, les trafiquants de drogue font un véritable génocide contre notre jeunesse. Les transports dans la région parisienne, un problème qui se pose chaque année avec un peu plus d'acuité. Un nouveau plan pour l'amélioration de ces transports en commun dans la région parisienne vient de voir le jour. Il a été présenté cet après-midi par le ministre des Transports, M. Robert Galet. Les villes de tous les pays hautement industrialisés en sont là. Les difficultés de transport et les déplacements y sont de plus en plus pénibles et de plus en plus longs. C'est le cas de Paris et de la région parisienne. Pourtant, M. Galet l'a indiqué. Depuis 10 ans, les investissements pour les transports en commun se sont accrus à un rythme accéléré.
voici la carte représentant les prochaines créations ou le prolongement de certaines lignes de métro, du RER et des trains SNCF entre 1973 et 1978. En tout, 10 infrastructures nouvelles seront mises en service, dont 8 en banlieue. Par ailleurs, l'interconnexion, c'est-à-dire l'exploitation conjointe RATP-SNCF, va être poursuivie. Ainsi, les trains de grande ligne pourront aller jusqu'au centre de la capitale. Mais le plan d'action concernant les transports en commun va surtout porter sur l'amélioration du trafic des autobus. En effet, durant ces 20 dernières années, le taux de fréquentation des usagers a baissé de 60%. Selon un sondage publié par l'IFOP, si les autobus roulaient mieux, 73% des Parisiens utiliseraient l'autobus plutôt que leur voiture personnelle. Et 64% de ceux qui prennent le métro prendraient volontiers l'autobus. Pour remédier à cette situation, sur 10 lignes pilotes, les couloirs réservés aux autobus vont passer de 55 km à 130 km. Par ailleurs, la RATP s'attachera à mieux coordonner ses itinéraires. Notre programme consiste au fond à remettre dans les grandes artères 2 courants de circulation, l'aller et le retour, grandes artères sur lesquelles, avec des couloirs, nous pourrions assurer une desserte régulière. Car la régularité est un des facteurs essentiels d'une bonne exploitation. Les autobus roulent en moyenne actuellement à 9 km/h. Selon les experts, cet aménagement de nouveaux couloirs devrait permettre aux autobus de rouler entre 13 et 15 km/h. Une plus grande rapidité, une plus grande régularité des passages, tels sont les buts à atteindre pour Paris dès septembre 1973. Mais les mêmes problèmes commencent à se poser pour la banlieue parisienne et les villes de province. Je rappelle qu'il y a 160 000 voitures qui, chaque matin, apportent des banlieusards dans Paris. Et que, bien évidemment, ce chiffre ne pourra pas croître indéfiniment et qu'il y aurait même très avantage pour nous tous à ce que ce chiffre décroisse, c'est-à-dire que davantage d'usagers de l'automobile prennent l'autobus. Il est certain aussi que si notre expérience réussit, et si au cours des années 73, 74, 75, nous pouvons apporter une amélioration appréciable avec ces dispositifs à la circulation parisienne, ceci aura une valeur exemplaire pour les villes de province qui, nous le savons, commencent à connaître les mêmes difficultés que Paris en matière de stationnement. Le gouvernement britannique vient de décider de prolonger le blocage des prix et des salaires pour une période de 2 mois, et cela à partir du mois de février. D'ailleurs, au cours de 24 heures dernières, notre correspondant à Londres, Jacques Firman, commentera pour nous cette décision. Vietnam, les rumeurs les plus contradictoires continuent de courir sur un éventuel cessez-le-feu. La Maison-Blanche a tenu à couper court à tous ces bruits. Elle vient de démentir formellement l'arrêt de toutes les opérations militaires avant samedi. Et à Saïgon, les Sud-Vietnamiens ne croient pas non plus à un cessez-le-feu avant la fin de la présente semaine. Entre les conditionnels et les imparfaits du subjonctif, entre les suppositions et les spéculations, entre les rumeurs et les ballons d'essai, la colombe de la paix va-t-elle pouvoir se poser? Hier, il n'était question à Saïgon que de cesser le feu pour la fin de la semaine. Aujourd'hui, un porte-parole du président Thieu a affirmé que le Sud-Vietnam n'est pas en mesure de signer un cessez-le-feu pour le moment. Le président sud-vietnamien a convoqué l'envoyé spécial du président Nixon, le général Haig, pour lui expliquer à quelles conditions militaires et politiques le Sud-Vietnam accepterait un cessez-le-feu. Du côté américain, le démenti sur un cessez-le-feu prochain est catégorique. Tenons-nous-en pour le moment à cette formule du porte-parole du président Nixon, qui veut dire ce qu'elle veut bien dire. Le processus des négociations de paix continue comme prévu. Finalement, Mme Golda Meir a bel et bien rencontré M. Houphouët-Boigny, le président de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre, hier, vous vous en souvenez, avait été annoncée, puis démentie. Elle a eu lieu finalement aujourd'hui en fin de matinée dans la villa que le président ivoirien possède près de Genève. Le président Houphouët-Boigny et Mme Golda Meir sont restés 3h30 ensemble. On ignore complètement tout ce qui s'est dit pendant ce déjeuner, car on est ce soir remarquablement discret tant du côté ivoirien que du côté israélien. Mme Golda Meir a quitté Genève peu avant 18h ce soir. Un industriel espagnol a été enlevé hier soir à Pampelune. L'organisation nationaliste basque ETA
revendique cet enlèvement et elle formule un certain nombre de conditions pour la libération de cet industriel. Quelques mots de sport au slalom féminin de Grindelwald. Le meilleur temps a été réalisé par l'Espagnole Conchita Puig. Elle précède l'Autrichienne Monika Kasserer. Anne-Marie Preul et Wiltrud Drexel, qui avaient été première et deuxième à la descente, ont été disqualifiées. Disqualifiée aussi la Française Patricia Emonet, qui était pourtant une des grandes favorites de l'épreuve. À Chamonix, c'est de nouveau l'incertitude sur le sort de la cordée des maisons. Les trois alpinistes n'ont plus qu'une centaine de mètres à parcourir, mais la tempête fait de nouveau rage sur le massif du Mont-Blanc. D'abondantes chutes de neige et un vent extrêmement violent ralentissent considérablement leur avance. L'inquiétude renaît dans la vallée de Chamonix sur le sort de la cordée René de Maison engagée dans la face nord des Grandes Jorasses depuis le 9 janvier. Elle avait été repérée hier après-midi au cours d'une reconnaissance. La cordée se trouvait alors à 80 mètres seulement du sommet des Grandes Jorasses. Cette tache sombre entre deux roches, c'est René de Maison, semble-t-il. Un peu plus bas, ses deux compagnons de cordée, son gendre Michel Claret et le guide italien Georges Berton. Mais la nuit dernière, la tempête s'est de nouveau abattue sur le massif du Mont-Blanc, un an après la tragédie de la face nord des Grandes Jorasses qui avait entraîné la mort de son compagnon Serge Cousseau. René de Maison se bat de nouveau avec cette paroi difficile et ingrate. Pour René de Maison, ce nouveau défi a pris des allures de revanche, mais les trois hommes ont peut-être déjà atteint le sommet de ce pic qui culmine à 4208 mètres. Cependant, à Chamonix, on se montre inquiet. La très mauvaise visibilité a empêché toute reconnaissance aujourd'hui. Le vent qui souffle à plus de 100 km/h fait tourbillonner la neige qui ne cesse de tomber. Mais de l'autre côté, à Courmayeur, où Madame de Maison attend de bonnes nouvelles, on se veut résolument optimiste. Eh bien, on vient de me signaler à l'instant les résultats de la deuxième manche du slalom de Grindelwald. Conchita Puig, l'Espagnole, est tombée dans cette deuxième manche et c'est Monika Kasserer qui a pris la première place. En fin d'après-midi, aujourd'hui, dans la salle du Conseil international de la langue française, M. Maurice Genevoix, le secrétaire perpétuel de l'Académie française, a présenté à la presse les listes ministérielles de terminologie qui vont paraître au journal officiel. Il s'agit, par ces publications, de sauver la langue française, voire de l'enrichir. C'est ainsi que, s'agissant de l'ORTF, on ne dira plus show business, mais industrie du spectacle. On ne dira plus reporter, ER, caméraman, mais reporter, EUR, d'image. Le one-man show devient solo qui est un mot de vieille souche française, comme chacun sait. Le scoop devient une exclusivité, les spots seront désormais des messages publicitaires. Je me demande si on doit étendre cela à tous les mots français d'origine étrangère, auquel cas il ne faudrait plus dire vasisdas, mais lucarne, il ne faudrait plus dire amiral, qui est un mot d'origine arabe, mais général de la mer, pourquoi pas. En tout cas, je vous souhaite pour ma part une excellente soirée, car 24 heures sur la une est maintenant terminée. Et tous les cadreurs qui sont autour de moi, car il n'y a plus de caméraman, messieurs, tous les cadreurs qui sont autour de moi et toute l'équipe de 24 heures sur la une se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée.